Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans NCI Reportage. On programme ce soir, immersion exceptionnelle au cœur de la garde républicaine, garante de la protection du chef de l'État. Ici, comme on vous le dit, c'est facta non verba, des actes et non des paroles. Nous agissons. C'est par nos actions que nous serons jugés. On ne parle pas beaucoup. N'oubliez pas qu'on est la garde républicaine, le dernier rempart, les gardiens du temple. Quand ça ne va pas du tout là, nous on est là, on est debout. Et nous, la garde républicaine, nos différents combattants sont assez expérimentés pour pouvoir travailler à balles réelles. Ce qui fait ressortir le niveau de confiance et de professionnalisme. Et puis on l'appelle Lopo, Calaba, Kaolin ou encore argile blanche. Quels sont ses usages en Côte d'Ivoire? C'est bien fait. En fait, les Kaolin, même on nous donne maintenant, là, ça manque. Ça manque. Les gens payent les terres, ils sont là, ils font des constructions dessus. Donc on n'en trouve plus. Ça, c'est Kaolin de hockey. La personne qui a hockey, tu forces dans l'eau, tu bois. NCI Reportage. Ça commence maintenant. Le guichet unique du commerce extérieur. Le numérique au cœur de la performance commerciale. L'immobilier est une question d'adresse et nous avons la vôtre. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à la scène. Bonsoir Mélina. On la connaît pour son chant mythique, le Bessouba, exécuté chaque 7 août en clôture du défilé militaire. Mais derrière le cérémonial, il y a un corps d'élite à la scène, discret, rigoureux et surtout essentiel à la sécurité de l'État. Oui Mélina, protection du président de la République, des institutions, lutte antiterroriste ou encore mission protocolaire. La garde républicaine, c'est un maillon stratégique de l'appareil sécuritaire ivoirien. Et exceptionnellement, ce soir, nous serons dans les coulisses de ce corps. La garde républicaine, le dernier rempart, un document inédit que vous proposent Patrick Brédé et Roméo Tapé. De l'AGR, la garde républicaine ivoirienne, on connaît plus ce chant exécuté en clôture du défilé militaire du 7 août. Bessouba, un témoignage de loyauté et de fidélité aux différents présidents ivoiriens depuis Félix Houphouët-Boigny. Derrière ce cérémonial d'apparat se cachent les hommes au béret rouge bordeaux. Leur devise, facta no verba. Ici, comme on vous le dit, c'est facta non verba, des actes et non des paroles. Nous agissons. C'est par nos actions que nous serons jugés. On ne parle pas beaucoup. Les missions de cette force d'élite. Contact à gauche. La protection du président de la République. Contact à bas. Des présidents d'institutions. La lutte contre le terrorisme. Les honneurs et la sécurisation des bâtiments officiels. Honneur à son Excellence, Madame la Présidente du Sénat. Exceptionnellement, nous avons suivi la fin d'un stage d'aguerrissement de 200 de ces nouvelles recrues. Nous sommes à Akakro, le centre d'instruction de la garde républicaine. Les instructeurs les préparent à ce qui peut être leur prochaine mission. Allez. Donc nous avons la fenêtre, le mur et ensuite la meurtrière. Nous allons nous déplacer en sprintant, d'obstacle en obstacle. À chaque obstacle, je vous donne le top. Vous me faites une doublette sur la cible. On remet la suité et on se déplace. Dans ce corps d'élite, ce genre d'exercice se fait à balles réelles. Le fait de faire des exercices qui sont proches avec des scénarios réels va les envoyer en cas de situation pendant nos différentes missions, de pouvoir réagir de la meilleure des manières avec le meilleur niveau d'efficacité et de performance. Les drills se font en fonction du niveau de compétence. Et nous, à la garde républicaine, nos différents combattants sont assez expérimentés pour pouvoir travailler à balles réelles.
ce qui fait ressortir le niveau de confiance et de professionnalisme, également de maîtrise de soi et de son environnement. Ces militaires doivent savoir combattre. Il leur faut apprendre l'exfiltration d'un blessé sous des tirs nourris. Malgré leur jeune âge, ils ont compris le sens de leur engagement. On a essayé de tirer un peu à des munitions réelles. Et aujourd'hui, on s'est adapté et on arrive à faire maintenant des exercices. La garde républicaine est une unité qui travaille beaucoup physiquement et qui est beaucoup discrète dans ses opérations. Voilà, je suis fier d'être à la garde républicaine. Pour décrocher le fameux béret rouge Bordeaux, ces militaires tirés sur le volet doivent s'abandonner corps et âme à l'AGR. Un engagement que rappelle à chaque grand rassemblement le colonel-major Dambélé Bassaro, encore colonel au moment du tournage. Réputé pour sa rigueur, le chef de ce corps ne transige pas sur les missions dévolues à l'AGR. Soyez vigilants sous nos pôles de sécurité, ceux qui sont dans les institutions, que ce soit au palais, que ce soit chez les autorités, restez vigilants. N'oubliez pas qu'on est la garde républicaine, le dernier rempart, les gardiens du temple. Quand ça ne va pas du tout là, nous on est là, on est debout. Les valeurs qui fondent la garde républicaine en font sa spécificité. Nous devons être ce dernier rideau-là autour des autorités, en tout cas cette barrière infranchissable pour protéger les autorités qui incarnent nos institutions. Voilà pourquoi la mission de la garde républicaine elle est vraiment très importante et c'est peut-être ce qui nous donne l'occasion d'avoir des attributs qui sont particuliers, qui ne sont pas comme ce qu'on voit partout. Et ça, c'est notre spécificité. Pour entretenir cette réputation, comment la garde républicaine forme ses militaires appelés à exécuter des missions des plus sensibles. Il est 5 heures du matin. Nous retournons à Akakro sous bonne escorte. Tous les matins, c'est 10 km de footing obligatoire pour les 200 stagiaires. Malgré l'épais brouillard et le temps glacial, ils tiennent le rythme. Les instructeurs et le capitaine Ouattara montrent l'exemple. Le soldat de 2e classe, Jean-Jacques, a toujours rêvé d'intégrer la garde républicaine. Moi, j'ai grandi à Treichville. Le moment où je partais à l'école, je passais toujours devant la garde républicaine. Quand je voyais les soldats habillés, bien vêtis, ça m'a donné l'envie d'être à la garde républicaine. On commence à s'y habituer parce que comme nous étions les civils, ce n'était pas facile pour nous. Du jour où nous sommes venus à la garde républicaine, c'est devenu maintenant une habitude pour nous. Tôt le matin, quand on se lève, s'il n'y a pas de sport, on ne se sent pas. De retour au camp, les exercices de renforcement musculaire s'enchaînent. Une condition physique irréprochable est indispensable pour tenir les engagements. Et le moral? Et le moral? Facteur! Facteur! Le chef du centre d'instruction leur rappelle sans cesse l'enjeu du stage. Un discours qui accentue la pression sur les jeunes militaires. Ici, comme on vous le dit, c'est facta non verba, des actes et non des paroles. Nous agissons. C'est par nos actions que nous serons jugés. On ne parle pas beaucoup. D'accord? Et une fois de plus, je tiens à vous rappeler que c'est une chance pour vous d'être dans cette unité de prestige qu'est la garde républicaine. Une unité d'élite. C'est à nous que sont confiées les institutions du pays. C'est une grosse responsabilité. Au sortir d'ici, on doit savoir qu'une transformation a eu lieu. C'est bon? Vous changez de vie. Vous devenez des militaires. Et particulièrement des militaires de la garde républicaine. Aucun répit n'est accordé aux stagiaires. Ils rejoignent d'autres classes
toujours au pas de course. La section de Jean-Jacques se rôde aux techniques de combat rapproché. Désarmer un ennemi les mains nues, le neutraliser. La lutte contre le djihadisme figure en bonne place dans le stage. Reconnaissance des EEI, engins explosifs improvisés, l'arme de prédilection des terroristes. Des notions théoriques mises en pratique. Ce stagiaire doit procéder à l'arrestation d'un terroriste équipé d'un gilet explosif. Il ne lui a pas demandé de mettre les mains sur la tête parce qu'il peut avoir un deuxième système de déclenchement au niveau des épaules. Donc il lui demande d'écarter simplement les mains. Maintenant, quand il écarte les mains, les paumes doivent être vers le sol parce qu'il a le commutateur qui est en main. Là. Quand il a la paume vers le haut, le commutateur reste dans la paume en haut. Mais quand la paume est vers le sol, automatiquement, dès qu'on aperçoit le commutateur, on est sûr que c'est un kamikaze. Quelques minutes plus tard, cette autre section doit déloger des terroristes retranchés dans un bâtiment en zone urbaine. Respectez les différents temps. Le premier temps, vous allez vous mettre en place. Rendre compte au véhicule. Le véhicule entre pour l'élément groupe action spéciale. L'élément pénètre dans la pièce. Les stagiaires sont en permanence mis dans des situations proches de la réalité. Notre action se passe principalement en zone urbaine, dans la sécurisation des autorités et des institutions. C'est donc important de les mettre face à des situations qui pourraient réellement croiser. La force d'intervention avance en formation. Pour couvrir leur progression, ils utilisent des fumigènes et ce camion bélier. Le capitaine Ouattara supervise la manœuvre. Restez derrière le véhicule. Ceux qui sont à gauche là, serrez un peu derrière le véhicule. Voilà, c'est votre protection. Le combat s'engage. Zénab conduit l'assaut. À la garde républicaine, peu importe le sexe, les exigences de la mission commandent. Le premier terroriste est neutralisé. Puis le second. L'opération est une réussite. En temps de paix, le militaire passe la majeure partie de son temps à s'entraîner. Pour que, dès qu'une situation similaire se présente, qu'il puisse avoir toutes les aptitudes et de réagir de façon prompte. Le défi de ce stage est aussi très technique, avec le maniement répété des armes. Au champ de tir, les stagiaires vont se familiariser avec des gestes, des postures qu'ils exécuteront toute leur carrière. L'un des tireurs se démarque. Sinon, dans l'ensemble, ces tirs sont quand même groupés au même endroit. Il faut noter que ce tireur a mis toutes les munitions qu'on lui a données. C'est quand même un tireur moyen. Voilà. Comme on ne finit pas d'apprendre, c'est un tireur moyen. Ça fait quoi de savoir qu'on est au moins un tireur moyen et qu'on peut continuer à progresser? Ouais, ça fait du bien, ça prouve qu'on nous a montré quelque chose. Oui. Est-ce qu'on rêve de devenir garde du corps, tireur d'élite, je sais pas? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous tente le plus? La garde rapprochée. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime bien prendre la défense des autres. La garde républicaine fait partie intégrante de l'armée ivoirienne. Elle est exclusivement réservée aux militaires de l'armée de terre. La garde républicaine est un corps de troupes du commandement des unités rattachées à l'état-major général des armées
qui lui-même dépend directement du chef d'état-major général des armées. Ces prestigieux corps portent un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà le général Zézé Bavois, le premier qui non seulement a commandé la garde de Penguin, qui a été après le chef d'état-major général aussi des armées. Le colonel-major Delo, le colonel Théoulé, ils sont encore là. Le colonel Oué, le colonel Ekra, le colonel Kona, ils ne sont plus là, ils ne sont plus de ce monde. C'est le général le général Doboblé, le général Amicha et mon défunt prédécesseur, le colonel-major Isiapa Ouattara. C'est un vrai privilège d'être le chef de corps de ce corps des armées ivoiriennes. Oui, c'est un privilège parce que c'est quand même l'une des plus grandes unités de notre armée, de la garde républicaine. Et encore le prestige plus grand lorsqu'il s'agit de missions auprès des plus hautes autorités de notre pays. Oui, quand on côtoie à chaque fois les hautes personnalités, et c'est un port d'élite, c'est un port de prestige. La garde républicaine est la fusion de l'ancienne milice du PDCI, créée en 1962 à l'époque du parti unique, et de la garde présidentielle. L'avènement du multipartisme en 1990 va bouleverser l'ordre politique et militaire dans le pays. 1990, année charnière en Côte d'Ivoire, voilà, du point de vue sociopolitique, avec l'instauration du multipartisme et la mutinerie des soldats. Et cette année-là, à l'issue de cette mutinerie, la GPM s'est mue en garde républicaine. Et cela a été formalisé par le décret numéro 90-455 du 7 juin 1990. On a toujours arboré une couleur de tenue qui est différente de celle des autres armées. Les armées en général, c'est le vert armé comme on l'appelle. Et nous, au niveau de la sécurité présidentielle, c'est le gris éléphant. Voilà, c'est ce gris que j'arbore aujourd'hui dans cette tenue. Nous avons gardé les attributs de la partie la plus républicaine, c'est-à-dire la garde présidentielle. Nous avons gardé le rouge bordeaux. 36 ans après sa création officielle, l'idée de milice proche de chaque pouvoir lui colle au treillis, une perception amplifiée par la crise post-électorale de 2010. C'est vraiment à tort que les gens nous assimilent aux hommes du pouvoir, avec cette connotation de ministre, alors que ce n'est plus à l'époque de ministre. On est maintenant dans une armée républicaine et, comme le nom le dit, garde républicaine. Et je vais même vous dire que les anciens présidents d'institutions qui ne sont pas forcément du bord politique du pouvoir en place, mais nous les sécurisons. Voilà. Donc il faudrait que les gens arrivent à se défaire de cette idée de milice ou alors du caractère peut-être partisan que la garde républicaine pourrait avoir. Nous sommes des militaires et non des militants. Cette image, la garde républicaine veut s'en débarrasser. Nous sommes au groupement 1 de l'AGR dans la commune de Trècheville. Ce matin, la séance de footing se fera avec ces civils. L'idée est de briser le mur de glace et de méfiance avec les populations. C'était, si vous voulez, c'est comme des lions. On ne peut pas tous s'approcher d'un lion. Mais avec ce genre d'initiative, franchement, ça nous a beaucoup aidé. Et on se rend compte de plus en plus que vraiment, ce sont des hommes comme nous. La garde républicaine, bon, avant, quand j'entendais garde républicaine, ah oui, vous imaginez ce que je veux dire. Mais maintenant, quand on est garde républicaine, je me dis, bon, c'est la famille, c'est la même chose. C'est comme si on était rentré à la maison. Cette initiative replace les populations dans le dispositif du renseignement. Ils viennent, ils apprennent à nous connaître, nous apprenons à les connaître davantage
Et c'est comme ça qu'on peut mieux coopérer. Et cela a une incidence sur comment on appelle, notre engagement opérationnel. Voilà, parce que les populations sont celles-là même qui sont souvent au courant. Ils savent des choses, elles peuvent nous remonter ces informations, voilà, que nous traduisons de façon opérationnelle sur le terrain. Côte à côte, les militaires et leurs invités chantent. Une occasion pour prendre conscience de l'engagement des forces ivoiriennes. Surtout connaître les chansons de l'armée et puis être en symbiose avec l'armée ivoirienne. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous voyez, je suis arrêté mais je bouge. Voilà, c'est intéressant. Nous, on est dans notre maison, couchés, en train de faire notre... Eux, ils sont là pour nous. Et puis, ils nous invitent pour venir faire un footing avec eux. Vraiment, ça fait plaisir. Si on ne vient pas les soutenir, vraiment, c'est pas bon. C'est pour la santé, pour les encourager. La motivation. Dans le sport. On fait le sport pour la santé. Ces hommes et femmes, discrets dans leur mission, sont plus visibles quand il s'agit de cérémonies plus protocolaires. C'est au camp militaire d'Akwedo que la musique de la garde républicaine a établi ses quartiers. Dans 5 jours, les hommes du capitaine Adopo doivent se rendre à Yamoussoukro pour une cérémonie d'honneur à la présidente du Sénat. On va débuter avec l'abidjanaise. L'abidjanaise. Donc placez l'abidjanaise. La musique de la garde républicaine est la seule à rendre les honneurs au président de la République, aux hôtes de marque, lors des visites officielles et aux présidents d'institutions. En plus de l'abidjanaise, l'hymne national, l'orchestre répète régulièrement les partitions de la Côte d'Ivoire profonde. C'est un morceau qu'on utilise lors de la marche de revue du président de la République, lorsqu'il effectue sa revue des troupes, lors d'honneur militaire. Nous appartenons à un pays et il faudrait qu'à travers toutes nos prestations, tout ce qui a trait au pays, l'on puisse vraiment l'incarner en utilisant, en jouant tout ce qui a trait à ce pays-là. Je crois bien qu'en l'occurrence, c'est un morceau qui est populaire, qui est connu de tous. Et donc, lorsqu'il est exécuté, tout le monde se reconnaît dans ce morceau. Les instrumentistes puisent à souhait dans le répertoire populaire. Cette dextérité a fait la renommée de cet orchestre. Nous sommes à Yamoussoukro, au groupement 2 de la garde républicaine. À quelques heures de la clôture de la session ordinaire du Sénat, le colonel-major Bassaro invite ses hommes à une extrême vigilance. La vigilance va de la sécurité de nos installations à la sécurité des points névralgiques et stratégiques du pays. Cela va sans dire que même dans nos quartiers, de ce qu'on observe qui n'est pas normal, il est bon de remonter rapidement l'information au commandement pour que ces faits peut-être anodins puissent être annihilés pour ne même pas déboucher sur des choses graves. Sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, donc tout à l'heure, commandant du ciel, pour la mise en place. Le capitaine Adopo et ses hommes, en tenue treillie de cérémonie, mettent en place le cérémonial des honneurs. Le capitaine Caron nous explique la symbolique des honneurs militaires rendus par la GR. Les honneurs consistent à présenter les respects de l'institution militaire.
à ces différentes autorités-là, civiles et militaires. Quand on parle d'autorités civiles et militaires, on fait allusion en ce qui concerne les autorités civiles à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, et ensuite à Monsieur le Vice-président, à son Excellence Monsieur le Vice-président, à Monsieur le Premier ministre, au président des institutions, aux autorités préfectorales dans le département qui les concerne. Quand le véhicule de la présidente du Sénat s'immobilise en bout de tapis, le cérémonial est lancé. Honneur à son Excellence, Madame la Présidente du Sénat. Hymne national, revue des troupes. Cette solennité, des militaires de la garde républicaine l'ont vécue presque toute leur carrière. Le capitaine Aké a servi 38 ans dans ce corps. À la retraite, l'officier continue d'entretenir la forme. Chez nous dans l'armée, le sport, c'est la vie. Si vous ne faites pas de sport, vous aurez forcément des carences, des problèmes de maladie cardiovasculaires. Vous allez avoir des problèmes de nerfs. Parce que, vous savez, tout ce qui se grippe n'est pas opérationnel. Donc, il faut toujours engraisser. Arrivé soldat, il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir officier. Pendant 19 ans, le capitaine Aké a été l'aide de camp de Kablandenkan, Premier ministre, puis vice-président. Avant d'être à ce niveau de responsabilité, tout militaire doit apprendre à ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Lorsque vous avez des missions de ce genre, vous devez apprendre à être une partie même de votre autorité. Parce que vous devez avoir le même comportement que lui, sinon copier. Il doit déteindre sur vous. Il doit déteindre sur vous. Dans une partie de sa maison, il conserve des photos qui retracent son parcours. Cette photo, c'est le jour où le vice-président, son Excellence Kablandenkan, a prêté serment. C'était sa première cérémonie de prise d'armes en tant que vice-président. Voilà. Et vous êtes où sur la photo? À sa droite. Le commandant de troupes est à sa gauche. Il est le seul à marcher sur le tapis. Je dois être hors du tapis. Et puis moi j'arrive, je gère vraiment les dossiers. J'ai tous les dossiers à ma possession. Comme ici? Voilà, comme ici. Par exemple, ça c'était à l'Assemblée nationale où il devait intervenir. J'ai préparé, je suis venu lui donner le déroulé de la cérémonie et puis le discours pour qu'il puisse savoir tout ça. Une vie complètement dévouée aux missions de la garde républicaine. Vous savez, des fois, on quitte une mission, on arrive, on prend une autre valise et on retourne. Et des fois, même ici, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on arrive, on peut atterrir à 19h. Si on atterrit à 19h, d'abord, on part au bureau. On quitte le bureau vers 21h, 22h. Le lendemain, on prend un hélico, on va pour des missions à l'intérieur du pays. On avait un emploi du temps hyper chargé. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'on appelait le repos. J'ai donné toute ma vie, mon âme, mon corps, à mon travail. Parce que mon patron, on appelait Monsieur Travail. C'est à cette vie que se préparent les stagiaires du camp d'Akakro. Le stage tire à sa fin. Avant la marche commando de 35 km, les stagiaires se familiarisent avec le chant de ralliement de la garde républicaine. Il est 23h. Les militaires sont en colonne. Durant l'exécution de nos missions, tout ne se passe pas toujours comme c'est prévu. Au départ, on peut commencer en véhicule
un incident peut nous obliger à continuer à pied. Donc s'ils ne sont pas déjà prêts pour ce genre de manœuvre, ça serait un peu compliqué pour eux ce jour-là, ça sera une découverte. Donc avant d'être face à ce genre d'épreuve, déjà on les prépare psychologiquement et physiquement également. C'est pourquoi aujourd'hui ils vont effectuer cette marche déjà pour se mettre dans l'ambiance de ce genre de situation. Il faut serrer les dents, subir la fatigue jusqu'à cet unique point pour se désaltérer. Actuellement, nous sommes galvanisés, nous sommes motivés, à la fois fiers, parce que nous avons accompli des missions, nous avons acquis des connaissances que nous serons fiers de les mettre en pratique dans nos différentes missions. Nous sommes heureux au fait, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de mielleux qui nous attend au bout. Les stagiaires font la connaissance du commandant Akessé, le responsable du personnel de l'AGR. C'est bien. C'est ça être à la garde républicaine, monsieur. Qui veut abandonner là? Celui qui veut abandonner, il lève la main. Vous, monsieur, j'ai l'impression que vous voulez abandonner. Vous ne voulez pas abandonner? Vous ne voulez pas abandonner? Non. Qui veut abandonner? Jusqu'à la retraite. Jusqu'au bout. Alors? Jusqu'à la retraite. TTA jusqu'au bout. TTA. C'est bon? D'accord. Ok, messieurs. Entendez-moi un ting là pour donner le moral. Les militaires traversent tout Abidjan. Ce n'est pas ce soir qu'ils pourront admirer le pont Alassane Ouattara ou la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Il est 5 heures quand ils arrivent, toujours en chantant, au groupement 1. Le commandant Akessé teste leur résistance à la fatigue, puis vient la délivrance. Le lendemain, les 200 stagiaires sont sur les rangs. Tout l'état-major de l'AGR est présent pour la cérémonie de remise du béret rouge Bordeaux. La première page de la carrière de Jean-Jacques et de ses frères d'armes s'ouvre au sein de cette prestigieuse institution militaire. Zainab a du mal à retenir ses larmes. Quelques jours plus tard, le capitaine Aké et d'autres nouveaux retraités font leurs adieux à la garde républicaine. Dans le même temps, de nouveaux sous-officiers et officiers sont promus. Un cycle se termine, un autre commence. C'est ainsi que la garde républicaine perpétue sa réputation de dernier rempart, de gardien du temple. Et pour continuer d'en parler, nous sommes en plateau ce soir avec le colonel-major Dembélé Bassaro Jean-Stéphane, chef de corps de la garde républicaine. Merci d'être avec nous ce soir. Avant ce reportage, la garde républicaine ne s'était jamais autant ouverte à une chaîne de télévision. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Merci beaucoup, Mme Makessi. La garde républicaine, effectivement, jusque-là, rester un peu renfermé, un peu à l'image des armées en général. Et pas seulement ici en Côte d'Ivoire, les armées en général, dans les différents pays, ne communiquent pas beaucoup par rapport à la spécificité de notre travail. Et au point où on a été même qualifié de grande muette. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Notre action aujourd'hui s'est transposée au cœur même des populations avec qui nous sommes amenés à communiquer, à collaborer. Et dans le cadre de cette collaboration, il était important, nous aussi, de nous faire connaître de ceux avec qui on est amené chaque jour à interagir et justement pour la protection de cette même population. En s'ouvrant à elle,
c'est nous faire connaître, c'est la connaître aussi davantage et finalement arriver à mieux collaborer pour agir efficacement contre les menaces de notre temps. Et puisque vous parlez justement des populations, au-delà du footing de cohésion, y a-t-il d'autres actions censées rapprocher la garde républicaine ivoirienne de ces populations? Oui, Monsieur Trabo, effectivement, la garde républicaine, dans le cadre de cette collaboration et de cette cohésion, la garde républicaine entreprend des actions, beaucoup d'autres actions de cohésion au-delà du sport. Pour rappel, il y a tout récemment, nous avons organisé pour la première fois des journées portes ouvertes à la garde républicaine. Voilà, et c'était l'occasion pour nous de communier avec la population, de voir un peu quelles sont nos habitudes, poser des questions, voir nos tenues et même des matériels avec on travaille. Au-delà de cela, nous organisons par exemple chaque année des opérations de don de sang. Voilà, chaque année, nous avons 2 séquences comme ça, une opération de don de sang par semestre. Il y a aussi des opérations, des activités de salubrité publique. Nous allons peut-être dans des structures sanitaires, nous aidons à désherber, à nettoyer ces structures-là. C'est notre participation aussi à ces opérations de salubrité publique. Et pour finir, je vais par exemple citer aussi le cas des opérations de réhabilitation. Voilà, dans les écoles, nous rendons dans des écoles, nous contribuons à réparer peut-être le circuit d'eau ou d'électricité, etc. Et ça pour le confort de nos enfants, le confort de nos élèves. C'est un corps qui fait rêver. Comment est-ce qu'on intègre la garde républicaine? Alors, la garde républicaine, c'est d'abord une unité militaire. Et en tant que telle, il faut d'abord passer par le recrutement militaire. Quand le recrutement militaire, vous subissez une formation. Alors, pour intégrer la garde républicaine, pour ce qui concerne les officiers et les sous-officiers qui passent en école, le recrutement se fait d'abord par l'ordre de mérite. L'ordre de mérite, selon votre classement, vous avez la possibilité de choisir la garde républicaine ou toute autre unité, selon ce que vous ressentez. À côté de ça, le commandement peut aussi, pour des besoins spécifiques, demander que certaines personnes, par rapport à leurs aptitudes, soient affectées à la garde républicaine ou tout autre corps. Maintenant, pour ce qui concerne les militaires du rang, voilà, qui sont dans le recrutement ordinaire de soldats qu'on voit, et ça en fonction des besoins en ressources humaines, et l'état-major général des armées donc affecte aussi les personnels à la garde républicaine selon les besoins qu'on a exprimés et selon certaines aptitudes que nous demandons au personnel, parce que ça demande beaucoup physiquement et intellectuellement, et puis en ce qui concerne aussi la prestance des hommes, parce que nous sommes amenés à travailler auprès des autorités. Il y a certaines aptitudes encore qui sont demandées. Très bien. Alors, jamais les armées ouest-africaines n'auront été confrontées à des défis multiformes comme ces dernières décennies. Quels sont au niveau de la garde républicaine les grands défis auxquels vous êtes confrontés? Alors, les défis, il faut dire que nous sommes aujourd'hui en face d'une variété de menaces, des menaces multiformes auxquelles nous devons nous adapter. Aujourd'hui, les défis que nous avons, c'est les défis de la formation adaptée, n'est-ce pas, à ces menaces-là. Et à côté, tout naturellement, celui de l'équipement. Voilà, il faut avoir l'équipement adéquat qui permette, en plus de la formation, permettre de faire l'entraînement nécessaire pour faire face à ces menaces. Et dans vos missions, qu'est-ce qui vous différencie du GSPR, du groupement de la sécurité présidentielle? Le GSPR, donc, le groupe de sécurité de la présidence de la République, est comme une appendice pour de la garde républicaine. Mais ensemble, garde républicaine et GSPR, nous constituons ce qu'on appelle le système de la sécurité présidentielle. Et chacun a un rôle bien précis. Alors, pour caricaturer, le GSPR est comme le cercle intérieur, le cercle rapproché de l'autorité, donc qui est chargé de la sécurité rapprochée de l'autorité. Pendant que la garde républicaine
La garde républicaine est le cercle beaucoup plus large et qui prolonge l'action donc, du GSPR, c'est-à-dire dans la prise en compte de la menace éventuelle qui peut venir vers l'autorité. Ça, c'est d'un point de vue vraiment structurel. Et en termes de mission, il faut dire que la garde républicaine prend en compte aussi bien le président de la République, le vice-président, que les institutions de la République. Par contre, l'action du GSP est strictement limitée au président de la République, exceptionnellement, le président de la République et au vice-président, et exceptionnellement certaines autorités qui sont désignées par le président lui-même. Mon colonel-major, quel est votre mot de la fin à l'attention des populations ivoiriennes? Bien, M. Draboche, ce que je voudrais dire à l'attention de la population, c'est que la garde républicaine, c'est une unité militaire qui a en charge la sécurité du président de la République, des hautes autorités de l'État, des institutions de la République. Et de notre implantation en l'air saint, nous avons aussi le rôle de protection des populations, de leurs biens. Et en tant que tel, nous demandons justement cette collaboration avec elles. Nous sommes là pour elles, nous agissons à leur profit et leur collaboration est nécessaire pour notre efficacité sur le terrain, par le renseignement, et c'est ce qui nous fait interagir avec elles à travers des activités pour mieux se connaître, mieux se comprendre, pour que notre action soit efficace sur le terrain. Merci infiniment, colonel-major Dembélé Bassaro Jean-Stéphane, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de corps de la garde républicaine de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Madame Makessi. Merci beaucoup, Monsieur Drabo. C'est nous qui vous remercions, mon colonel-major. En deuxième partie d'émission, après la garde républicaine Mélina, c'est à la découverte du kaolin que nous irons. Et oui, on sera en voyage au cœur des bienfaits du kaolin. Ce sera après une courte page de pub. Surtout, restez avec nous. À tout de suite. Appelez-la comme vous voulez, lokpo, kalaba, kaolin ou encore argile blanche. Mais depuis des millénaires, cette substance naturelle est utilisée pour de multiples usages et de nombreux bienfaits. Et oui, Alassane, justement, pour qui est-elle destinée? Où la trouve-t-on? Pour quels usages? Au cœur du pouvoir de la Terre Blanche, un reportage d'Alexandre Quadio, Doria Gloire et Trésor Wagui. Le kaolin ou l'argile blanche traverse le temps sans perdre son aura, dans un monde où la quête de bien-être et la naturalité bat son plein. Réputé en Côte d'Ivoire pour ses valeurs apaisantes, purifiantes et absorbantes, le kaolin garde sa place dans les rites ancestraux, dans la pharmacopée et la cosmétique. Cette argile pure nous dévoile ses pouvoirs insoupçonnés. C'est dans le marché de Yopougon Nouveau Quartier qu'Élise tient cet espace hérité de sa mère. Le succès de son activité repose sur les feuilles, les écorces et sur les nombreuses vertus attribuées au kaolin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis venu pour mon frère là. Sa femme a un problème à son ventre. On dit ses ovaires, là, un qui est plus gros que l'autre. Donc du coup, ça fait qu'elle a mal au ventre et souvent ça raconte juste une glycémie. Combien t'as ça marché? Assez haut. Elle prend la poudre. J'aime. Poivre long. Elle rince, j'aime. Ce qui rend cette argile spéciale, ce sont ses propriétés multiples. Il y a à la maison on en a tout le temps, c'est que du kaolin. Parce que mon petit frère est asthmatique. Donc lui, ça c'est sa prescription. Donc ça soigne aussi l'asthme. Il y a un kaolin qui soigne l'asthme. Lui, c'est sa prescription journalière. Chaque matin, quand il se réveille, il doit gratter, il doit frotter aussi sur sa poitrine. Le soir, avant de dormir, pareil. Il y a maman qui a mal au dos, qui a des douleurs souvent au pied. Elle a aussi son kaolin. Sur le terrain, elle applique, elle boit. À travers ces remèdes, elle perpétue une tradition familiale. Un soir, je quitte chez moi, je vais chez la plus grande. Elle m'explique que l'autre doit aller composer. En temps, il n'y a personne au marché. Je dis ok, comme maman m'a confié les enfants, donc c'est qu'elle m'a tout confié.
Elles ont dit, bon, si tu dis tu vas aller rester, puisque l'autre n'est pas là, tu peux partir. Est-ce que ton mari va accepter? Je dis, il n'y a pas de problème. Ma mère m'a confié quelque chose et puis mon mari me dit, il ne faut pas faire. C'est comme ça que je suis restée avec elle. Quand j'ai fait ce que je gagne, elle me donne aussi. Autour de l'étal d'Élise, les clients vont et viennent, espérant un soulagement grâce à ces médicaments à base de kaolin. Un produit extrait loin des marchés, dans des carrières spécialisées. Ouais. Maintenant, souvent aussi là, des cailloux. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Ça fait que c'est pas travailler de 1 jour, ben 2 jours pour trouver kaolin. Souvent même, tu peux faire 2 semaines dedans. 2 semaines pour avoir... Avant de voir kaolin, oui, oui. Dans ces fosses d'une vingtaine de mètres de profondeur, des ouvriers sont à l'œuvre. Au-dessus d'eux, cette équipe fait remonter les seaux remplis de gravats. Un travail que supervise Ibrahim, le propriétaire du site. Nous, on creuse à Epios pour arriver sur le kaolin. Voilà, bon, maintenant, dedans, là, il fait noir. C'est ça, on prend tosse pour éclairer le truc pour qu'on puisse couper. Dans il y a des coins, ça peut arriver à moins 25. Hein. Il faut faire vite, car son activité est liée à la météo. C'est la pluie. Quand il pleut, vous ne pouvez pas travailler. Le village d'Akwe-Agban, propriétaire des terres qui abritent la carrière, regarde soucieux l'essor de cette activité. Vous souhaitez que ces personnes puissent avoir des outils, de dernière génération. Ça a des outils vraiment adaptés au sol pour pouvoir extraire le kaolin, puisque c'est une denrée vraiment qui est rare, mais nous on a plein sur notre sol. Mais il y a trop de risques quand c'est fait traditionnellement. C'est quand même difficile pour eux, c'est pénible pour eux. Souvent même on va encore plus loin, on leur dit même de ne pas extraire, quand on voit que ça devient dangereux. Mais ces personnes-là, c'est que ça seulement ils savent faire. Donc c'est difficile pour nous. Ils vivent que de ça. Et les familles aussi, ça leur fait des revenus dans la famille pour pouvoir s'occuper de leurs frères, de leurs soeurs et de leurs enfants aussi. Les exploitants ont obligation d'effectuer des travaux une fois l'extraction terminée. Pas toujours évident. Ils n'ont pas cette dynamite-là pour faire exploser la terre. Donc, ils envoient des caterpillars qui remplissent le sol avec la terre qu'ils ont fait sortir pour ne pas qu'il y ait moins de risques. Voilà. Mais ces terres-là, souvent, les gens bâtissent des maisons dessus. Voilà. Il n'y a pas trop de risques parce qu'on les exige à refermer les trous. Donc, ils arrivent à le faire. En revenant à la carrière, Ibrahim lève un coin de voile sur les variétés les plus prisées dans ce business. Il y a combien de types de kaolin que vous trouvez ici? 4 qualités. Lesquelles? Il y a rouge, il y a blanc, il y a jaune, il y a le noir. Maintenant, nous, c'est le rouge, blanc là que nous on utilise. C'est les autres là, on ne nous demande pas. Sous cet hangar, dans le quartier de Bingerville, débute l'étape la plus importante du kaolin consommable, le lokpo, encore appelé kalaba. Taillé dans l'argile pour en retirer les impuretés, constitue la première étape d'un processus maîtrisé par ces femmes. Si la présence de notre caméra a été acceptée, aucune n'a souhaité répondre à nos questions. Elles craignent d'attirer l'attention sur une activité menacée de déguerpissement. La substance doit être cuite au feu de bois. Les blocs sont empilés dans ce four selon un ordre précis. Les plus petits sur les plus grands et selon son humidité, l'opération peut durer 48 à 72 heures.
Nous sommes à Adjamé. Ce marché dédié aux kaolins, à l'origine, est l'un des plus fréquentés de cette commune commerçante. Entre les autres articles, les cuvettes d'argile fumée ont gardé leur place. À l'aide d'un couteau, Sylvie lisse la matière pour laisser échapper cette odeur très appréciée de la clientèle. Il y a plusieurs couleurs. Bon, il y a le blanc, vous voyez comme ça. Ça c'est du blanc. Quand ils vont dans la craie. Bon, il y a le jaune poussin, il y a la couleur jaune qui sort, il y a la couleur rouge bordeaux, il y a la couleur rose. En tout cas, les couleurs, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, ça dépend de chacun. Souvent, il y a d'autres qui viennent, ils veulent le blanc. D'autres aussi, ils veulent le rouge. Ça dépend. Ça dépend de la personnalité. Du blanc au rouge, chaque couleur de kaolin a une saveur particulière. Nous y avons goûté pour découvrir son croquant, son croustillant. C'est le rouge. Ça, c'est le rouge. Oui, rouge, c'est le rose. Ce marché est surtout le lieu d'approvisionnement pour les détaillants, comme cette dame. Donc là, vous allez acheter pour combien? Pour 500. C'est pour vous-même, pour votre consommation personnelle? C'est pour aller vendre. Chaque année, le prix de la marchandise s'envole. La faute à la rareté de la ressource. Sylvie est l'une des rares vendeuses qui, après 30 ans, continue cette activité. On n'en trouve plus. Le creuset, même quand ils utilisent en éveil dans le sol, les fumeuses vont acheter là. Le prix est beaucoup. C'est cher, ça devient cher. Au fait, la terre même est finie même. Parce que les ils sont payés les terrains pour construire les maisons. Peut-être ça, on ne trouve pas le terrain pour pouvoir acheter, pour pouvoir creuser, pour pouvoir avoir du kaolin. Donc c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est dur, on n'en trouve pas. Non, mais notre maman, d'autres sont à la maison, on n'arrive pas à avoir, parce qu'on n'en trouve pas. On est beaucoup ici comme ça. Dans la cité balnéaire de Grand Bassam est installé le premier centre céramique de Côte d'Ivoire. Créé en 1982, cet établissement a pour matière première ce minéral argileux. Simplice Bonjour monsieur. Est l'un des fondateurs du centre. Ici, l'argile arrive directement des carrières d'extraction de la ville de Dabou. C'est-à-dire c'est l'argile qui est venue à la carrière, on casse en petits morceaux et je sèche. Donc maintenant il faut broyer. On a une broyeuse en liquide. Il faut broyer, tamiser pour enlever les racines du bois, les cailloux, pour pouvoir bien filtrer. Et on a un puits qui fait au moins 1,5 m. L'argile se repose dedans. D'accord. L'argile se repose dans le récipient. Voilà, pendant une semaine. En céramique, c'est le mélange de l'argile blanche et rouge qui est utilisé. Il y a l'argile blanche, on le dit à Dabou, et il y a l'argile rouge. Mais moi, j'ai fait le mélange des deux. Quand c'est broyé, on monte ça dans l'atelier. Vous avez vu le monsieur en train de tourner. Il donne la forme. On laisse sécher la forme pendant 1 à 2 semaines. Ça dépend du temps. Le temps de l'armatan, tu ne contrôles pas 3 jours même, la pièce est déjà sèche. Donc quand c'est une fois que la pièce est déjà comme ça, c'est qu'on fait passer à la cuisson. Il faut maintenant donner vie à la terre. La mise en forme, c'est la spécialité de Jonas. Du bout des doigts, il façonne la matière, lui donne les formes et une nouvelle vie. Jonas travaille dans ce centre depuis 1992. Là, c'est le tournage que je suis en train de faire. Le tournage simplement parce que vous avez cette machine-là qui est appelée le tour et sa seule fonction, c'est de tourner. Voilà. Donc lui, c'est le tour et ce que je suis en train de faire, c'est le tournage. Ouais, c'est là qu'on donne la forme de tout ce qui est pièces cylindriques, tout ce qui est pièces circulaires, voilà, en forme.
Ces pièces sont portées à cuisson. D'abord à 950 degrés et ensuite à 1000 degrés Celsius en fonction de l'objet à fabriquer. Vous le préparez à combien de degrés l'argile par exemple pour que ça puisse être comme vous voulez? Quand j'ai fait une cuisson, je vais jusqu'à 950 degrés pour la première cuisson. Ça sort le biscuit. Ce que vous voyez là, vous voyez les pièces, la couleur biscuit. C'est le nom qu'on donne ça, quoi. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre cuisson que vous faites après? Oui, après ça, j'ai fait encore une deuxième cuisson avec le four à gaz ou électrique. Mais est-ce que vous partez au-delà de 950 degrés? Oui, je peux monter jusqu'à 1000. Hein. Toutes ces étapes terminées, Simplice expose les objets finis dans cette pièce réservée à l'exposition des réalisations. Ces œuvres d'art attirent des visiteurs venus de partout dans le monde. Pas de problème d'embouteillage, c'est très facile. Avant, ça faisait 15 minutes. Ah, maintenant c'est plus. C'est plus à cause de l'embouteillage. Et regardez ce qui se faisait, quel était le style et comment ça fonctionnait, si on pouvait faire des commandes aussi. Donc il m'a dit qu'il faisait aussi des poteries brutes qu'on peut aussi décorer nous-mêmes. L'établissement accueille de nombreux étudiants, parmi lesquels Anicette. Comme l'argile, Anicette se laisse façonner par Paulin, son professeur. Donc ici, je mets le jaune autour. En stage depuis 1 an, elle est venue apprendre les rudiments de la céramique. Où est-ce que tu fais ta formation? J'ai fait ma formation à la Maison des Artistes. Moi-même, je suis une artiste peintre. Je peins des œuvres. Voilà. Donc, je suis venue ici pour décorer les pièces. Oui, bien sûr, ça me passionne bien. Puisque même la peinture, même, c'est ma passion. Voilà. Donc, vraiment, j'aime. Paulin prend plaisir à transmettre à la jeune génération ce qu'il a appris auprès de celui qui l'a formé. Comme elle est étudiante, donc je lui explique comment il faut qu'elle puisse appliquer la peinture et puis donner une bonne valeur, un bon aperçu du carreau. Parce que nos carreaux, il faudrait qu'ils puissent présenter les figurines que nous présentons, parce qu'ils font partie de notre culture. Souvent, beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils sont formés, ils ont fini leur stage, et puis ils retournent encore, soit dans leur lieu dont ils sont venus. Voilà, donc c'est un peu comme ça. On a des étudiants qui viennent même de la France, de d'autres pays africains aussi. Voilà. Est-ce que vous embauchez aussi cette année? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore d'embauche, puisqu'ils sont venus de la part de respectivement de leur pays. Donc une fois qu'ils ont fini leur stage, leur formation, donc il faudrait qu'ils retournent à la base de leur pays et puis présenter ce qu'ils ont. J'ai été formé par M. Aboutou de 87 jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours son élève, mais je suis déjà sorti. Nous sommes la relève et on prie le Seigneur qu'il y a aussi nos petits frères qui viennent prendre le relais. Parce que quand on se fait vieillissant, il est obligatoire qu'il y ait la relève. Sinon, l'art va s'éteindre et c'est pas bon du tout. Au-delà de l'art, l'argile est aussi intégrée dans des produits de soins développés de manière plus structurée. Une approche portée par le fondateur du centre céramique. C'est ici, dans ce quartier, qu'Aboutou Kofi a installé son cabinet de naturothérapie depuis 2009. Tous les remèdes ici sont à base de kaolin. Disons que l'argile fait 80%. Comme je vous ai dit là, on va prendre l'eau claire de l'argile. Alors l'argile a libéré toutes ces substances médicinales dans cette eau-là. Et donc c'est à partir de ça que nous allons composer tous les autres médicaments.
Et donc, l'argile va constituer environ 80%. Et puis, les plantes, les écorces ou bien les feuilles vont constituer le reste. Voilà. Puisque c'est à partir de l'eau de l'argile qu'on va faire tous ces médicaments-là. Et donc, je dirais que l'argile est à 80%. Dans ce laboratoire, il a élaboré plus de 80 médicaments certifiés par le ministère ivoirien de la Santé. En 2014, l'État de Côte d'Ivoire a testé tout ce que j'utilise pour soigner. Et avec l'État de Côte d'Ivoire qui m'a contrôlé 96 médicaments. Et donc, c'est avec ces médicaments-là qu'aujourd'hui, je soigne aux côtés de l'hôpital. Aucun appareil de dernière génération. Tout est artisanal. Il ne faut pas piler à la machine. Il faut piler à la main. Il ne faut pas tamiser à la machine. Parce que le fer ne doit pas rentrer dans l'argile. Sinon, l'argile est démagnétisée et donc elle ne peut plus soigner. Et donc, pour ça, c'est un médicament traditionnel. Et c'est préparé à la main. Voilà. Voilà, c'est artisanal. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre dans les pharmacies. Après avoir broyé l'argile brute, il le trempe dans de grosses bassines pendant plusieurs jours. Ici, c'est la salle de préparation de l'argile. De l'argile qui, en même temps, ça sert à boire et puis ça sert à mettre sur le corps. Et quand on a broyé ça dans les mortiers, on va tremper. Et quand on va tremper, on va faire un tamisage pour enlever tout ce qui est grains de sable et tout ça. Il faut tamiser environ 5 fois avec des tamis calibrés. Voilà, ça va du gros grain au plus petit grain. L'eau stagnante dans les récipients est la première matière médicinale du kaolin. La matière pâteuse constitue elle aussi une autre potion. On va prendre l'eau claire de l'argile. Alors l'argile a libéré toutes ces substances médicinales dans cette eau-là. Et donc c'est à partir de ça que nous allons composer tous les autres médicaments. Chaque étape de la préparation obéit à un processus qu'observent les employés du laboratoire. C'est ce qui lui a valu le certificat qualité et un cabinet au CHU de Treichville de 2013 à 2018. Quand j'ai composé cette argile qui guérit là, oui, je l'ai dit au ministère de la Santé. Et puis le ministère de la Santé en 2009 m'a permis d'ouvrir un premier cabinet ici à Grand Bassam. Et en 2011, j'ai ouvert un deuxième cabinet à Abidjan. Et puis en 2013, l'État m'a permis d'ouvrir un troisième cabinet au CHU de Treichville. Et pendant 4 ans, nous avons travaillé en collaboration avec la médecine moderne au CHU de Treichville. Et en 4 ans, nous avons soigné plus de 70 000 malades au CHU de Treichville. Et à chaque fois, on faisait notre rapport d'activité à la présidente de la République, au ministère, et puis à tous les organismes qui pouvaient nous aider. Chaque couleur de fermeture de bidon est associée au traitement d'une maladie. Constatez qu'il y a différentes couleurs sur les bidons. Est-ce que les différentes couleurs représentent les différents médicaments que vous avez ici? Oui, parce que en Côte d'Ivoire, heureusement ou malheureusement, tout le monde ne sait pas lire et écrire. Et donc, comme on reçoit tout le monde, on a voulu que les gens puissent reconnaître leurs médicaments. Ceux qui ne savent pas lire et écrire, parce qu'on met des étiquettes dessus. Mais celui qui ne sait pas lire, par exemple, alors va prendre le capuchon pour pouvoir prendre son médicament. Une fois embouteillés, ces traitements sont conservés plusieurs mois avant d'être mis en vente. Un médicament traditionnel doit faire son cycle avant d'être pris. Et le cycle moyen que le médicament doit observer avant qu'on prescrive, c'est environ 60 jours.
quand vous avez fait bouillir une sauce, la sauce au jumblé par exemple, celle-là que je connais bien, vous faites votre sauce au jumblé. Aujourd'hui soir, quand vous mangez, c'est doux. Le sel est parfait, tout est parfait. Mais le lendemain matin, vous allez voir que c'est trop salé. Alors, comme on dit en cuisine, là, il faut baptiser. Il faut mettre de l'eau dedans encore. Sinon, on ne peut plus manger. Et donc, un médicament, c'est comme ça. Si vous n'avez pas laissé le temps de fermentation, alors le médicament, quand vous allez le prendre là, ça va se transformer dans votre organisme. Dès lors, ça peut faire un effet secondaire, comme on dit, pour les médicaments. De ce centre sont nés 11 autres d'argilothérapie, dont 7 à Abidjan. Aboutou Kofi ambitionne de créer une école de médecine traditionnelle. Longtemps utilisé dans les rites ancestraux comme le komian et les cérémonies de réjouissance, le kaolin est aujourd'hui présent dans la médecine alternative, la cosmétique ou encore l'artisanat. Notamment pour ses propriétés absorbantes, purifiantes, apaisantes et sa facilité de transformation. L'argile blanche nous laisse le choix de son utilisation. Et pour en parler, nous sommes avec monsieur Aboutou Kofi, argilothérapeute. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame. Qu'est-ce qu'un argilothérapeute? C'est la première fois que moi j'entends ça, je ne sais pas si c'est moi le aussi. cas à la scène. Ben, l'argilothérapeute, c'est celui qui va apporter des soins. Nous allons dire soigner toutes les maladies à partir de l'argile. Tout simplement. Pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser justement dans cette filière, si je peux l'appeler ainsi? Ben, je suis de formation céramiste. Et donc, dans mes recherches d'argile, j'ai composé des argiles. Et l'une des compositions s'est avérée médicamenteuse. Et donc, je me suis désintoxiqué avec cette argile. Ensuite, j'ai soigné mon fils qui a eu des calculs rénaux. Et après, bon, une voix qui m'enseigne, qui est en moi, qui m'enseigne, m'a demandé « Mais pourquoi, depuis, tu ne partages pas cette argile avec tous mes enfants qui souffrent de maladies ?» Voici comment est-ce que je suis devenu argilothérapeute. On attribue effectivement beaucoup de bienfaits donc, à l'argile blanche. Quelles sont aujourd'hui ses limites selon vous? Ben, l'argile n'a pas de limite, parce que c'est le premier élément que Dieu lui-même il a appris pour façonner l'être humain. Et donc, dès que nous avons un peu d'argile morte dans notre corps, nous nous sentons malades. Et quand on met de l'argile vivante dans le corps, alors on se sent guéri. Voici un peu le principe de traitement par l'argile. Et donc l'argile est capable de soigner toute maladie, je dis bien toute maladie. Compte tenu de la position de l'homme ou bien de la mentalité de l'homme, alors l'argile agit en fonction. Très bien. Quels sont les préjugés sur le kaolin que vous combattez aujourd'hui? Les préjugés, je dirais que c'est parce que l'homme en général ne connaît pas l'argile, que l'homme dit que l'argile n'est pas bonne ou bien elle peut entraîner des maladies. Sinon, l'argile est l'élément intelligent qui est dans la nature, qui peut à la fois dissoudre tout ce qui est agglutiné dans le corps et puis faire sortir et absorber pour faire sortir. Et donc, tout le monde peut se soigner à partir de l'argile. Et tous ceux qui pensent que l'argile peut apporter une maladie, c'est vrai, parce qu'il y a de la bonne argile et de la mauvaise argile. Une argile qui contient beaucoup de calcaire, par exemple, cette argile-là peut être toxique. Une argile qui contient beaucoup d'acide peut être toxique. C'est pour ça que très souvent, des gens prennent de l'argile qui est toxique et vont intoxiquer quelqu'un. Et en ce moment-là, on va dire que l'argile peut rendre quelqu'un malade. Vous avez par ailleurs exercé au CHU de Trècheville de 2018 à 2020 en tant qu'argilothérapeute, naturothérapeute, avec un cabinet qui vous a été dédié. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu brièvement de cette expérience? Nous avons eu la chance d'être inscrits au ministère de la Santé en médecine traditionnelle. Et donc, nous avons voulu faire une expérience. Nous avons demandé à l'État
de nous aider à nous installer pour une collaboration avec la médecine moderne. C'est ainsi que nous avons été reçus au CHU de Treichville de 2013 à 2015. Et en 2018, nous sommes sortis du CHU parce que les 5 ans de contrat étaient terminés. Et donc, nous avons pu, pendant les 5 ans que nous avons passés au CHU, nous avons pu soigner environ 80 000 malades à partir de l'argilothérapie. Et donc, l'État a bien voulu nous accorder un diplôme d'excellence avec une qualité, un diplôme de qualité pour que nous puissions soigner toute la population. Et après le CHU, nous avons ouvert plusieurs cabinets dans le pays pour aider toujours l'État à prendre les malades en charge. Très bien. Parmi ces 80 000 malades que vous avez pu soigner, est-ce qu'il y avait des femmes enceintes? Parce qu'on voit que l'argile est conseillée pour la femme enceinte. Est-ce que c'est bon pour la santé de la mère et de l'enfant? L'argile fait les soins du fœtus à la mort. C'est-à-dire que quand la femme commence à se marier, qu'elle fait des ovulations, alors l'argile peut aider la femme à tomber enceinte. Et après, peut entretenir la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et donc, l'argile, c'est le premier médicament que Dieu a mis à la disposition des êtres humains. Et donc, à partir de là, nous pouvons aider toute la population à se prendre en charge et à être en bonne santé. Merci infiniment, Monsieur Aboutou Kofi, d'avoir été avec nous. Nous avons permis aussi de découvrir une spécialité ce soir, qui est donc l'argilothérapie. Merci d'avoir été avec nous. Nous avons aussi enseigné, édifié sur tous les pouvoirs, en tout cas, qu'on attribue à l'argile blanche. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et voilà, c'est sur donc cette argilothérapie que la reportage thérapie s'arrête pour aujourd'hui, Mélida Vakissi. Oui, mais on se retrouve dimanche prochain pour 2 autres reportages exclusifs et toujours sur la NCI. Et d'ici là, ne décrochez pas parce que nos programmes se poursuivent. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à dimanche. Le guichet unique du commerce extérieur. Le numérique au cœur de la performance commerciale. L'immobilier est une question d'adresse et nous avons la vôtre. Prêt à vibrer autour de votre programme? OneXBet vous met dans le jeu.